Et il est 14 heures. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laure. Bonjour Edwige. Est-ce que ça va mon petit canard? Ça va, en forme. Tu es en forme? Ah oui. D'accord. Et tu sais que je me suis ennuyée quand même. On s'est vu samedi quand même. Ouais, mais tu sais que tu m'as manqué quand même. Oh là là. Alors bah, là, on va partir 5 jours ensemble. Oh, ah bah j'adore. Ah, c'est bien, mais il y a Pascal qui est à côté, qui nous envie. Hein. Bonjour Pascal. Oui. Bonjour Pascal. Messieurs les auditeurs, les auditrices, eh ben c'est fini les vacances. Oui, ça y est, ça a repris. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, alors on a invité des gens qui sont très courageux par nature, des amis agriculteurs, ça, c'est... et ils vont parler avec passion de leur métier surtout. Mais ce sont des spécialistes du bio. Et là, le bio, c'est... Ça commence, hein. On va dire, on commence à connaître. C'est pas encore entré dans tous les, on va dire, dans toutes les familles. Et c'est pour ça que justement, c'est bien Pascal de nous avoir invité, de nous avoir emmenés ici à Radio Puisalène, eh bien Brigitte et Sébastien qui vont se présenter eux-mêmes. On va commencer sur ma droite. Brigitte, bonjour Brigitte. Bonjour. Je m'appelle Brigitte Incelin et j'habite à Raucourt-Saint-Martin, à la ferme de la Genevois. Donc c'est entre Soissons et Château-Thierry. Oui. Et puis, nous sommes agriculteurs bio depuis 1992 en bio. Oui. Et on a commencé petit à petit. Donc, on a fait la conversion en commençant par du blé pour faire un peu de farine et puis faire notre pain au départ. Depuis 92, donc jusqu'à là, ça fait une vingtaine d'années. 25e année. Oui, quand même, hein. Oui, 25 ans que vous faites du bio de A à Z et c'est vrai que c'est quand même important. On a fait une conversion progressive. Oui, d'accord. Alors on va présenter votre fils qui est juste en face justement, qui s'appelle Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous pouvez vous présenter aussi. Vous êtes à la ferme aussi avec maman. Oui, donc je suis associé sur la ferme avec ma mère. Donc je travaille depuis 2008 sur la ferme à temps plein. Donc depuis ce temps-là, donc on travaille ensemble pour faire l'élevage et puis la culture. Oui, parce que le bio, c'est aussi, on va dire, des céréales. Il y a toute autre chose, hein. Ça peut, je sais pas moi, ça peut aller au lait de vache, ça peut aller au yaourt, ça peut aller à toutes ces choses aussi, non? Tous les dérivés de la terre, en fait. Oui, voilà. Tous les produits qui sont traditionnellement faits en agriculture peuvent être faits en bio. Donc le bio, c'est un cahier des charges spécifique, donc avec tout un tas de normes que l'on doit respecter. Donc la première chose qui est interdite en agriculture bio, c'est l'usage des pesticides. Mm-hmm. Donc on n'utilise aucun engrais de synthèse ou aucun pesticide chimique. Donc et puis après tout un tas de critères dans les normes d'élevage, les limitations du nombre d'animaux dans les bâtiments, le nombre d'animaux par hectare, toutes ces choses-là. C'est un cahier des charges qui est national, voire même européen. Ce sont des normes européennes, donc qu'on doit respecter pour faire de la culture biologique. Donc que ce soit en France ou en Belgique ou les pays voisins, donc c'est certifié. Donc on a des organismes de contrôle qui viennent vérifier à la ferme ce que l'on fait. D'accord. Et ensuite on peut apposer le logo agriculture biologique sur nos produits. Alors pourquoi vous avez choisi le bio? Par respect pour les autres, par respect pour la terre, oui. Par respect pour l'eau, l'air. Tous les aliments que l'on peut proposer.
D'accord. Et avant, donc, vous étiez en agriculture, on va dire normale, non? C'est ça. Chimique. C'est ça, voilà. Chimique. Je pense que ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Non. Cette façon de. C'est une transition. Oui, voilà, transition qui s'est fait peut-être sur une année même, non? Étant enfant, mes parents étaient agriculteurs. Oui. Et je voyais mon père utiliser des bidons avec des têtes de mort. Et déjà, je me disais, on va retrouver ça dans l'eau, dans la terre, dans l'air, dans les aliments qu'on va consommer. Mm-hmm. Et ça me faisait mal pour lui qu'il utilise ça. Et puis, il est décédé de la maladie de Parkinson, qui est reconnue maintenant comme maladie professionnelle. Et puis, petit à petit, quand les enfants étaient petits, je leur donnais des aliments bio. Déjà, mais je trouvais que c'était dommage que ces aliments-là soient proposés dans des maisons qu'on appelait de maisons de régime ou maisons diététiques. Oui. Donc on associait le bio à des aliments pour les gens malades. D'accord. Plus ou moins. Et puis on considérait aussi que c'était des aliments très chers. Bon, c'était plus cher que les autres aliments, mais quand on regarde, quand on choisit la qualité, on est toujours gagnant de tous les côtés. Mm-hmm. À tout point de vue. Et donc, petit à petit, on s'est intéressé au bio, on s'est beaucoup renseigné, on s'est documenté sur l'agriculture biologique avec mon mari, et puis petit à petit, on s'est converti. D'accord, vous êtes arrivé à ce que vous allez nous expliquer justement ce que vous faites dans votre ferme. Alors là, c'est vrai que on dit bio, mais c'est toute la terre qui est tout autour de votre comment on va dire de la ferme. De la ferme. On a eu la chance d'avoir une ferme au milieu des champs qui est tout entourée de bois. D'accord. Et c'est à vous, c'est votre terre, oui. Et là vous cultivez. Ça n'a pas été dur de faire la transition parce que, comme on dit, votre père qui lui a mis toutes ces choses interdites, qui fait que vous avez pu avoir du bio par derrière. C'était pas la ferme familiale. Ah d'accord. C'était une ferme que mon mari a repris en 1976. Et puis petit à petit, donc quand on s'est converti, c'était progressivement, donc on a utilisé de moins en moins de produits. Ah d'accord. Mm-hmm. Il faut 5 ans, je crois, normalement, c'est ça actuellement. 3 ans. La réglementation bio, donc dans le cahier des charges, ça nous impose donc pour des cultures, donc il y a 2 années de conversion. Donc la première année de conversion bio, donc on cultive en utilisant les méthodes bio, donc pas d'engrais chimiques, pas de produits chimiques. Oui. Et on vend tout de même donc dans le circuit classique, donc au cours mondial aujourd'hui. Donc cette première année de transition est assez difficile financièrement. Donc suivant les pays et suivant les régions maintenant, puisque maintenant ce sont les régions qui gèrent des aides, on a quelques subventions pour aider à ces années difficiles. Ensuite, la deuxième année de conversion, c'est en culture biologique, donc toujours les mêmes méthodes, sans engrais chimiques, sans produits chimiques. Donc là, ça peut aller pour la nourriture, donc on appelle ça en deuxième année de conversion, donc ça va pour la nourriture des animaux. Donc des céréales, ça peut nourrir des cochons ou des volailles. Oui, mais alors là, vous fabriquez toutes les céréales que vous donnez à vos vaches, tout ça, c'est. Oui, voilà. Donc nous sur la ferme, on produit donc des volailles, poulets, pintades, des moutons, donc pour la viande d'agneau. Oui. Et puis on a des vaches, donc pour la viande de veau, pour du bœuf aussi. D'accord. Donc on nourrit principalement au foin. Et puis on donne un peu de complément de céréales en période hivernale ou en période de naissance. Et donc pour revenir donc à la période de transition, donc cette deuxième année donc c'est bien les terrains qui sont en transition, donc en conversion bio, on appelle ça. Oui. Donc, et ensuite, la troisième année, par exemple, on peut faire du blé, donc qui peut être là certifié bio et qui peut servir à l'alimentation humaine, donc pour faire des farines, pour tout ce qui est pain bio et tout ça.
D'accord. Là, je pense qu'au bout de, comme vous dites, de 3 années, vous avez un contrôle qui fait que là, vraiment, là, pendant vous êtes... toute cette période de transition, donc même la première année, on a un contrôle de toute la phase de conversion vers le bio est contrôlée. Et donc ensuite, il y a une année supplémentaire pour les cultures plantées, donc telles que des vergers ou de la vigne. Donc eux qui ont eux une année supplémentaire de conversion bio. Donc c'est au bout de la 4e année qui vendent vraiment au prix du bio. Donc on dit que le bio est un peu plus cher. Donc, oui, j'allais vous le dire. Pourquoi ? Bah oui. Donc de ce fait-là, comme pendant la période de conversion, justement, on produit en bio sans en avoir les avantages. Et puis ensuite, au niveau qualité, donc les produits sont de meilleure qualité. Et puis ça nécessite plus de travail également. C'est ce que j'allais dire, oui. Quand on fait des légumes, par exemple, pour tout ce qui est désherbage, on n'a pas les produits chimiques pour désherber, donc c'est plus de travail manuel. En me rendant à la radio tout à l'heure, j'ai vu un magnifique champ de carottes qui doit bien faire, j'estime, à 2 hectares, pas une seule herbe. C'est pas normal. Et je vous assure que pour entretenir 2 hectares de carottes à la main sans une seule herbe, s'il n'y a pas des désherbants chimiques, c'est impossible. On est bien d'accord. Oui. Donc il y a des collègues qui font de la culture de carottes donc en plein champ et donc entre les rangs, ils arrivent à passer la bineuse. Donc c'est un outil mécanique qui désherbe bien. Mais ça c'est bien, ça, une petite bineuse. Ça évite justement d'utiliser ces produits défendus. Voilà. Bon, il y a des agriculteurs qui utilisent des produits chimiques qui commencent à se mettre au désherbage mixte. Donc ils binent entre les rangs et puis ils utilisent toujours un petit peu d'engrais, de produits désherbants sur le rang. Mais autrement, c'est à la main. Les champs de carottes, par exemple, ils ont des espèces avec un lit où ils sont allongés à plat ventre. Et puis donc ce sont des personnes qui désherbent à la main. Ah oui. Donc et aujourd'hui, les collègues qui font ça, ils embauchent des travailleurs étrangers parce que autrement ils ont du mal à trouver de la main-d'œuvre qui a bien envie de désherber, passer sa journée à désherber des carottes. On fait un appel là. Oui. Alors, parce que c'est vrai que ça demande. C'est vrai que c'est cher, mais ça demande beaucoup de manutention. C'est ça aussi. Après, c'est cher, ça dépend où on se fournit. Si vous allez vous fournir directement chez vous, au supermarché, vous trouverez le bio plus cher. Oui. Donc, les supermarchés, comme ça s'est assez développé, ils se sont mis aussi au bio ces dernières années. Aujourd'hui, il y a un Français sur 2 qui a déjà goûté un produit bio. C'est vrai. Donc, un peu grâce au supermarché, mais c'est comme pour les autres produits, la grande distribution essaye de tirer un peu les prix aussi, donc ils vont pas forcément. On peut dire qu'il peut y avoir aussi du bio-industriel, donc tout à fait. Voilà, c'est ça. En allant directement chez le producteur, on est sûr, on peut voir même comment c'est produit. Et puis, on a l'information en direct, il n'y a pas d'intermédiaire, on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on trouve. Alors, c'est ce qui se passe justement chez vous, à la ferme. Donc, chez Brigitte et Sébastien, c'est à la ferme. Expliquez-nous un petit peu tout ce que vous avez fait, tous vos produits de l'année. Vous les vendez une fois par mois chez vous, ou on peut venir vous voir tous les jours. Comment ça se passe ? C'est Brigitte. Brigitte qui va répondre. Voilà. Donc, il y a un marché une fois par mois, le 2e samedi de chaque mois, qui a lieu de 10h à 14h30. Et puis, dans la cour de la ferme. Et puis, donc, que d'autres producteurs viennent se joindre à nous, et artisans aussi, pour ce jour-là. Et on a eu dernièrement la fête des légumes anciens, où on a accueilli
une 50aine de personnes pour différents stands, dont notamment Pascal Antini, qui nous a fait une très très belle exposition de tomates. Ah oui. Ah oui, oui. Et de légumes anciens. Ouais. Alors c'est vraiment un plaisir de se rendre chez Brigitte et Sébastien. Alors en plus ils sont tellement aimés, parce que quand on va Brigitte et Sébastien, ils respirent la santé agricole, ils respirent le bien-être, ils respirent la gentillesse. Alors, en plus, ils ont une particularité, c'est ce que j'appelle, ils maîtrisent le bio, on va dire du grain qui va nourrir le poulet à la vente. Et ça, c'est la chaîne complète. Ah, et ça, c'est génial, c'est génial. Parce que une fois, j'en ai parlé ici. D'ailleurs, je me suis fait incendier par un producteur bio de Lot-et-Garonne, avec qui depuis je suis réconcilié, où j'ai dit que nourrir des poulets bio avec du maïs bio qui venait du Brésil, c'était un non-sens. Est-ce que je me trompe, Sébastien? Faire du maïs, faire 6000 km en bateau du maïs, alors que dans Lot-et-Garonne on produit du maïs, alors que dans l'Aisne on produit du maïs, on peut faire du bio. Je ne vois pas l'intérêt, parce que la trace carbone de 6000 km en bateau, c'est énorme. Et là, pour moi, c'est plus du bio. C'est du business bio. Et donc, je me suis expliqué avec lui, maintenant c'est bon. Tandis que Sébastien cultive ses céréales, récolte son foin pour ses animaux, et ils sont vendus à la ferme. Là, c'est un circuit, c'est ultra court. Ça ne sort même pas de l'emprise de la ferme. On parle souvent de circuit court, là, c'est le circuit ultra court. Oui. Ah oui, c'est du producteur au consommateur. Hein. Là, c'est du direct. Il y a zéro transport, il n'y a rien. Oui. Donc là, ça c'est génial. Et effectivement, toutes les personnes qui viennent à la fête donc des légumes anciens, parce que on lui a donné un nom, un nom lui a été donné, ce sont des gens qui sont tous dans cette démarche. Alors, vous avez un producteur de pommes qui fait son jus de pomme sur place, qui presse sur place. Vous avez, le boucher charcutier qui est venu, j'étais juste en face, il y avait 1h20 de queue pour se faire servir. 1h20 d'attente. C'est prestigieux tout de même. Alors, cette fête des légumes anciens, c'est passé. C'était samedi. C'était samedi dernier. Mais il faudra absolument que Radio Pisalène vienne. Oui. La prochaine fois que vous faites quelque chose, moi et Laure, on se déplace avec Pascal. On y va, on va faire un petit reportage là-bas sur place. La date, je crois que c'est le deuxième samedi du mois d'octobre. L'année prochaine, je crois que c'est le 14, je crois, 14 octobre. D'accord. On va le noter, Pascal, tu me le rappelles, surtout. Et c'est vrai qu'en plus, l'intelligence, il y a des hommes et des femmes qui ont des idées. Par exemple, des animations qui étaient pour les enfants, pour les adultes. Cette jeune femme qui fait des sauces, qui fait des crèmes avec de l'herbe. Ah oui. C'est fabuleux. Elle vous fait un pesto ramassant de l'herbe dans la prairie. Oui, mais c'est pas de l'herbe. C'est de l'herbe. Ce sont des plantes sauvages, oui. On le sait très peu, mais on a beaucoup de plantes sauvages autour de chez nous. Autour de chez nous, c'est vrai. Oui. En fait, on pourrait faire un jardin bio sans rien cultiver. On laisse pousser les plantes et puis on se nourrit avec les plantes qui poussent naturellement. Alors qu'on s'embête à travailler, à désherber tout ça, alors qu'on pourrait manger ce qui pousse tout seul. Et à l'origine, l'homme vivait comme ça, de toute façon. L'homme était nomade, il suivait les troupeaux parce qu'il fallait bien chasser un peu, mais il se nourrissait de fruits, de baies sauvages et d'herbes sauvages. Oui, c'est vrai, je veux bien te croire. La carotte que nous achetons, la carotte orange, que nous achetons actuellement, à l'origine, c'est une carotte sauvage qui était tout sauf orange. Elle était blanche, elle était pourpre, elle était violette, elle était jaune. Et en 1880, vers 1880, les semenciers européens les plus forts étaient les Néerlandais, les Hollandais, qui ont vu que visuellement, ça plaisait les couleurs orange. Et donc, on s'est dit, tiens, puisque ça plaît, on va faire ça. C'est comme la tomate rouge. La tomate rouge industrielle, oui, elle est rouge. Samedi, on a pu voir que sur plus de 500 variétés, il y avait les 3/4 qui étaient d'autres couleurs. Oui, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a des couleurs blanc, vert, marron, bleu, toutes les couleurs en matière de tomates. Et en matière de carottes aussi, en matière de pommes de terre, c'est encore pire. Il y a encore plus de variétés de pommes de terre, c'est là. Comme les volailles, lorsqu'on tue un bœuf, la blonde d'Aquitaine n'a rien à voir avec le charolais, rien à voir avec le limousin, ainsi de suite. Là, Sébastien en parlerait beaucoup plus facilement que moi, mais chaque race, chaque variété est adaptée d'une part à son terroir, ça c'est très important, à sa météo, aux herbages, ainsi de suite. Et voilà, tout est là, quoi. Sinon, par exemple, les fromages, il n'y en aurait qu'un.
Si l'herbe était la même pour le Roquefort qu'en Normandie, il y aurait un seul fromage, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Le terroir est important. Les cultures que l'on fait dépendent énormément des terrains que l'on a et puis du climat que l'on a. Est-ce qu'il vous faut beaucoup de terre pour justement pouvoir faire tout ce que vous faites à la ferme? Parce que je pense que vous faites aussi des céréales. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites sur vos terres. Donc, sur mes terres, donc j'ai une partie qui est en pâture naturelle. Oui. Donc, dans ces prairies naturelles, je peux rien faire d'autre. Donc, c'est de l'herbe qui y pousse et puis. On laisse comme ça. Vous laissez comme ça, d'accord. Donc après, c'est pâturé. Donc, c'est les animaux, les vaches, les moutons qui pâturent ça au long de l'année. Vous avez combien de vaches, combien de moutons, combien de... Donc aujourd'hui, en nombre de vaches, j'ai autour d'une 15aine de vaches qui produisent en moyenne un veau tous les ans. D'accord. Et actuellement, une centaine de moutons. Oh là là, c'est du boulot ça. Tant 100 moutons. Sébastien, lorsque nous parlons par mail, me dit aujourd'hui j'ai 25 heures de travail. Ah oui, parce que c'est ça, il faut les emmener. Ils pâturent naturellement, donc après il faut choisir les différents parcs pour faire tourner, pour que l'herbe ait le temps de repousser. Donc on fait des rotations. Ensuite, j'ai d'autres parcelles qui sont en culture, donc où je cultive des céréales, principalement du blé, de l'orge, un peu de triticale. Donc triticale, c'est assez peu connu. C'est un croisement entre du seigle et du blé. D'accord. C'est une variété qui est assez répandue en bio. C'est assez concurrentiel par rapport aux herbes, donc c'est pas trop compliqué à cultiver. Oui. Et puis dans ces terres cultivables, je mets aussi de la luzerne et puis d'autres herbes pour pouvoir faire du foin, pour nourrir les animaux pendant l'hiver. D'accord. Alors là, ce que vous me dites, vous faites des céréales, tout ça, c'est pour nourrir les animaux. Alors il y a une partie des céréales qui sert à nourrir les animaux, et puis une autre partie qui est vendue pour faire le blé pour de la meunerie, pour faire du pain, et puis l'orge en partie pour de l'orge de brasserie. Alors on va détailler un petit peu maintenant, parce que là, lorsque vous avez une parcelle comme vous dites, pour faire de la farine, c'est vous qui faites. Vous semez, ça lève, la petite graine elle lève, et puis après. Vous prenez votre tracteur, vous allez... Donc, en ce moment, on travaille le sol un peu pour éliminer les mauvaises herbes. Oui. Ensuite, là, c'est la période, ça commence pour les semis, donc on va semer le blé durant cet automne. Mm-hmm. Ensuite, on laisse pousser pendant l'hiver, ça pousse doucement. Au printemps, on peut faire du désherbage mécanique, donc avec des outils soit bineuse ou de la hercétrie. Donc la hercétrie, c'est comme un grand peigne qui va griffer le sol pour arracher toutes les petites herbes avant qu'elles aient le temps de lever. Pousser, ah oui. Donc et puis après, on laisse faire. Donc le blé continue à pousser jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, on récolte. Quand les conditions sont optimales. Et puis ensuite, le blé est expédié vers une coopérative. Nous, on livre chez une coopérative bio qui fait exclusivement de l'agriculture biologique. Et ensuite, c'est vendu pour des meuniers ou pour de la nourriture pour des animaux. Oui. D'accord. Et là, tout ce que vous avez produit, vous le vendez facilement? Aujourd'hui, ça se vend facilement. Au début, quand on a commencé le bio, il n'y avait pas d'organisation, donc il fallait se débrouiller tout seul. Oui. Parfois, on gardait le grain en stock pendant plus d'une année avant de trouver un c'est client. C'est bon, c'est pas bon? Tant que le grain est de qualité et qu'il se conserve, ça va. Mais donc, au niveau financier, c'est assez difficile. Donc, c'est pour ça que... Alors, vous avez fait marcher un petit peu, on va dire, l'information pour
parce que c'est pas non plus dit à tout le monde de savoir que vous êtes à 60 km d'ici. On va rappeler le nom de votre ferme. C'est la ferme de Genevois, c'est ça, La Genevois. La Genevois. Hein, oui, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à écrire. Non, mais vous inquiétez pas, hein, on va s'y faire. C'est vrai que du bio, il faut quand même qu'on arrive justement à faire connaître ce que vous faites, parce que vous faites ça de A à Z, mais je pense que vous n'êtes pas non plus tout seul, il y en a d'autres, mais il faut se battre quand même pour pouvoir justement, comme vous dites, pour arriver à là, ici, aujourd'hui. Hein. C'est vrai que c'est assez difficile. Alors, vous me dites que le bio, vous me disiez que vous étiez quand même aidé par vos machines. Vous avez des machines quand même, mais il a fallu certainement investir. Oui, dans vos machines. C'est ça aussi, parce que on peut pas non plus biner, sinon on perd du temps. Donc là, c'est vrai que d'où vient la machine, ce qui fait, c'est que ça rassure quand même. Hein, ça veut dire que si on veut, on peut. On peut retirer tous les produits que l'on ne doit pas mettre, et puis justement s'approprier une machine. C'est un choix. Alors, qui plus est, donc Sébastien peut en parler, les machines, par exemple les R, sont machines typiquement développées pour la culture bio. Donc comme ça n'est pas très diffusé, bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher qu'une machine normale. Je crois que j'ai vu assez récemment un semoir à céréales pour semences bio. Donc c'est l'écartement est plus large. C'est ce que j'ai vu, et le prix, c'est pas le même du tout. Aujourd'hui, la ferraille, même en non bio, hein, ça coûte assez cher pour de la ferraille. C'est assez technique. Donc évidemment, oui, il faut des machines qui soient un peu adaptées pour le bio. Mais dans l'ensemble, même en non bio, hein, les machines coûtent assez cher. Et puis donc, dès qu'on a de la surface, oui, il faut un tracteur, des machines. Donc, oui, je pense que vous devez être quand même assez outillé pour ce genre de choses, hein, parce que sinon, le faire tout seul à la main, peut-être que dans les débuts, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vous le faisiez, peut-être, c'est ça, hein, PTB, hein, portabilité bine, hein, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça, mais ça va dans tout les carottes, seul, dans le blé. Oui, mais tout seul sur une surface de je sais pas combien d'hectares, c'est pas possible. Là, c'est bien ce qu'ils ont inventé ces machines. Oui, moi, je trouve que là, c'est bien. Oui. Mais ça coûte cher. Ça coûte. Et puis, après, c'est pas forcément les machines ça nécessite un investissement dans les machines spécifiques. Oui. Mais bon, d'un autre côté, je n'ai pas de pulvérisateur. Je passe pas du temps à pulvériser des produits chimiques, donc je gagne un peu sur ça. Et après, ce qui va jouer surtout, c'est le travail agronomique. C'est quoi le travail agronomique ? C'est le travail du sol, donc la façon de cultiver. Donc ça nécessite un certain apprentissage. Il faut aller en formation. D'accord. Discuter avec. On fait pas du bio comme ça. Oui, il faut quand même savoir. Hein, il faut, comme dit votre maman, il faut quand même. C'est vrai qu'une certaine formation, mais il faut y aller progressivement et puis peut-être sur le tas, non ? On apprend beaucoup sur le tas, oui. Je pense. On apprend de nos aînés, c'est un métier. L'agriculture est un métier d'héritage, de toute façon. Un héritage technologique. Je parle pas d'héritage financier. Oui. Et lorsque, comme Sébastien, on est né de parents agriculteurs, ce qui semble être les bases, on les acquiert pratiquement à la naissance. C'est inné presque, parce qu'on est dedans. Moi, je suis né dans une ferme. Il y a des gestes qui n'ont pas changé, hein, qu'on le veuille ou non, hein, ils sont les mêmes. Ça a peut-être été industrialisé, ça a été optimisé. Mais quand j'ai fait de la recherche sur la culture sur fumier et autres, ça se faisait il y a 150 ans, hein, on n'a rien inventé. Au contraire, donc la façon dont cultive Sébastien et Brigitte, c'est de revenir
aux sources. L'industrie, c'est très simple. Hein. Il y a eu les 2 guerres mondiales qui ont fait qu'il fallait produire parce que l'industrie s'est mise à produire de l'armement. Il fallait bien occuper les industries. On a fait autre chose. Bon, de toute façon, on vit de ces erreurs. Il y a eu des erreurs qui ont été commises et il y a des gens comme Brigitte et Sébastien qui réparent ces erreurs avant les autres, qui ont compris, qui ont commis des erreurs et que c'est pas la bonne direction. Même si sur un hectare de blé, la production est, on va dire, je prends un chiffre au hasard, de 30% supérieure en industriel, avec des produits, avec des chimies, pesticides, engrais chimiques et autres par rapport au bio, la dépense en produits et en passage des tracteurs va être tellement onéreuse, ça va enrichir l'industrie. Point final. L'agriculteur, surtout pas. Surtout cette année qui est assez difficile. On a entendu beaucoup parler des problèmes climatiques. Un printemps très arrosé, ce qui fait que la pourriture, toutes ces choses-là qui fait ce que les maladies qui sont développées. Ah oui, les maladies, oui, c'est vrai. Hein. Donc, tous ceux qui avaient déjà engagé dans leur culture de l'engrais, des traitements, tout ça, aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont en difficulté financière. Alors, de l'engrais, vous dites de l'engrais chimique. Les engrais chimiques, oui, donc ça coûte issu du pétrole, bien sûr. du gaz. Oui. Donc c'est parce qu'ils ont besoin de ça pour faire pousser leur. C'est les engrais azotés, ça permet ça et c'est un dopant quoi pour les céréales. Ça, alors on met de l'engrais et c'est quand même assez, on va dire, bizarre parce que on met de l'engrais et puis de l'autre côté on met du désherbant. Hein, je veux dire, c'est vrai que c'est un peu con quand même. Lorsqu'on met de l'engrais, on booste aussi les mauvaises plantes, pas les plantes qui gêneraient la pousse. Oui, c'est ça. L'engrais fait tout pousser, même les mauvaises herbes. Donc le désherbant, c'est pour éliminer ce qu'on ne souhaite pas récolter. Il faudrait qu'ils choisissent des engrais bio. Les engrais bio font aussi pousser les mauvaises herbes. Ah, d'accord aussi. Bon. Donc voilà, c'est un des problèmes de l'agriculture bio, c'est lutter contre les herbes indésirables. Oui. Nous, c'est ce qu'on fait avec Pascal hein, depuis le temps que l'on fait une émission ensemble. Ça fait déjà 2-3 ans hein, quand même. C'est vrai, pratiquement une fois par mois, on lutte contre comment on va dire, cette façon de procéder, d'éliminer les mauvaises herbes avec des produits chimiques. Et ça, c'est vrai qu'on va y arriver. On va y arriver, mais c'est pas ancré dans toutes les, on va dire, chez les personnes. Hein. Il faut que le particulier commence à s'y mettre, et puis, comment on va dire, les villes, les villages, les maires aussi. Il faut que tout le monde prennent conscience quand même qu'il y a un danger quand même là il y a un vrai réel danger hein, parce que c'est quand même comme dit madame c'est Brigitte. C'est Brigitte. C'est vrai, c'est quand même, c'est l'eau, c'est la terre, c'est tout ce que l'on mange, c'est nos enfants, c'est nos petits enfants, c'est tout ça, hein, je veux dire, qui fait que derrière, si on défend pas notre terre, je sais pas où c'est qu'on va aller là. Ouais. Et les maisons qui vendent les produits phytosanitaires, tous les pesticides, ce sont les mêmes qui vendent les médicaments. Mais ils contrôlent. On va pas les citer, hein. On va pas leur faire de pub. Dieu sait si je les adore ces gens-là. Oui, la boucle est presque bouclée puisqu'il y a eu un mariage de deux géants assez récemment, hein, un Américain et un Allemand. Tout le monde sait qui c'est. Et effectivement, ils en sont arrivés à maîtriser comment soigner certaines plantes de façon chimique, comment rendre malade l'être humain. Je vais le dire, on va dire. Ils vont pas me tuer. Hein. Les pires choses, c'est un procès, c'est tout. Ouais. Voilà. Et surtout, il y a une autre branche de l'industrie qui crée des médicaments toujours avec des molécules chimiques et qui se vendent très très cher. Il faut bien savoir qu'actuellement, il y a des médicaments, et malheureusement des gens qui ont le cancer, qui se vendent une ampoule, le prix d'une voiture. Une voiture à 30 000 €, je parle. Mon Dieu.
Donc voilà, la chimie, effectivement, je ne suis pas contre le progrès, ça, surtout pas, mais il y a des erreurs qui ont été commises. Moi, j'ai plus 20 ans, j'ai commis des erreurs aussi, j'ai peut-être surregardé derrière, j'ai regardé mon grand-père surtout, pas souvent, qui était né en 1888, qui lui a vécu sans ces pesticides, a cultivé sans ces pesticides, ni engrais chimiques, ni produits chimiques. La génération d'après, donc c'était celle de mon père, ils étaient dedans à plein, de toute façon, c'était comme ça, il fallait produire. On avait dit que la France devait devenir indépendante au niveau économique et agricole. On leur a donné les moyens de faire chimiquement, techniquement et même financièrement en donnant des subventions. Ils l'ont fait. Maintenant, il faut apprendre à vivre différemment. Parce que lorsque, cette année, il y a eu beaucoup de désordres climatiques au niveau météo, lorsque les poireaux de 40 ans d'ailleurs, qui doivent être vendus en novembre, sont adultes et consommables fin juillet en même temps que les poireaux d'été, financièrement c'est une catastrophe. Parce que le producteur se retrouve avec des poireaux d'été qui se heurtent à ceux d'hiver. Il y a une surproduction, c'est invendable. C'est invendable. Donc il a mis ses produits chimiques, il a travaillé, en plus il a travaillé, parce qu'il travaille beaucoup, et mais il vend, mais pour rien, pratiquement pour rien. Et on l'a avec les carottes d'été, d'hiver, on l'a avec des tas de, on l'a eu avec les choux aussi. Les choux se sont heurtés, choux d'été, d'automne se sont heurtés, sont arrivés en même temps. Et c'est une catastrophe parce que le type, lorsqu'on lui prend une salade à 12 centimes d'euros, mais on est en plein rêve, quoi. Une salade part de chez un producteur à 12 centimes d'euros. D'accord. C'est pas normal que ce soit pas payé au coût de production. Il faut, là, c'est pas du rêve, c'est du cauchemar. C'est du cauchemar. Ouais. Bon, peu importe. Et donc, effectivement, l'agriculture bio, ce sont les gens qui ont eu cette idée, sont quand même des précurseurs, ont eu le courage de dire, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être très dur, c'est très dur. Effectivement, le travail, oui, il n'est pas industrialisé, c'est autre chose. Par contre, ils ont une qualité de vie. Moi, dans mon jardin, j'y passe quand même pas mal d'heures. Je fais de la recherche un peu différemment, mais j'y passe beaucoup d'heures. Je peux vous dire qu'on est bien. C'est vrai. On est bien. Et puis, de toute façon, à long terme, je pense qu'on n'aura pas le choix. De toute façon, parce que effectivement, le pétrole, comme dit Sébastien, beaucoup de molécules sont issues du pétrole. À un moment ou à un autre, ça va s'épuiser. De toute façon, on est bien d'accord. Il n'y en aura plus. Donc, il va falloir passer à autre chose. Et moi, je suis persuadé, je vois quand même pas deux choses. Hier soir, j'ai regardé un documentaire sur la tomate, parce que là-dedans je fais de la recherche, où un monsieur disait, c'est simple, actuellement, la tomate industrielle, je fais 50 kilos au mètre carré de tomates. C'est à peu près ça. 50 kilos de tomates au mètre carré. Il me dit, lorsque je fais du conventionnel avec des variétés anciennes, je suis à 15 kilos. D'accord? Il fait 3 fois moins. Ce qu'il devrait calculer, ce monsieur, c'est savoir combien lui coûte les molécules chimiques qu'il dispense dessus, combien d'eau il met, parce que ça c'est pareil, il faut penser aux nappes qu'on est en train d'épuiser. C'est très grave. Faut bien, les nappes qu'on est en train d'empoisonner, donc qui sont plus consommables. Vous avez des régions comme la Bretagne où l'eau de source, sans être traitée, d'ailleurs chez nous aussi, d'ailleurs, on peut le dire, on est limite de l'eau inconsommable. Voilà. Et puis, de toute façon, l'eau, c'est pas une ressource inépuisable. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Je pense que. Oui, l'eau, c'est une ressource importante. Donc, plutôt on en a besoin, de la dépolluer avec des coûts énormes. Donc, nous, par exemple, on a des pâtures qui sont autour d'un captage d'eau potable. Donc, c'est le syndicat d'eau qui nous loue ces terrains-là en nous demandant de faire du bio autour pour éviter justement de polluer la ressource en eau. Donc ça leur permet d'avoir de l'eau plus saine en coûtant moins cher, plutôt que de laisser polluer autour et puis ensuite devoir construire une usine de dépollution. Donc après, c'est l'intérêt général qui est aussi important. En évitant de polluer, ça nous coûte moins cher que de devoir dépolluer, c'est toujours plus cher. Oui, ça coûte. La dépollution, c'est bon. Et puis, on n'arrive pas à vraiment tout dépolluer. Les usines de traitement ou les usines d'épuration ne ressortent pas de l'eau pure comme
même est-ce que l'eau qui tombe du ciel est vraiment pure aujourd'hui, on peut en douter. C'est ce que j'ai souvent. Tout ce qui tombe du ciel est béni. Oui. C'est tout ce que Dieu ne veut pas, donc il l'a donné. Et particules fines, effectivement, ça existe. Voilà. Alors, justement, ce que je vais vous proposer, de se faire une petite pause musicale. Tu vas nous choisir la belle petite musique, mon petit codounet, tu me regardes. T'as peut-être Oui, des petites... des belles petites musiques romantiques, Oui. avec Une rose sur ton cœur de Lorenzo Caminuti. Oh. Et As-tu un petit moment pour moi de Bernard Bourgeois. Mais je l'ai tout de suite, mon petit moment. Mais avant ça, il y aura 2 petites annonces. D'accord, c'est bien. À tout à l'heure. Alors, on peut demander aux auditeurs, s'ils sont intéressés par l'émission, de nous appeler 03 44 75 3000, hein, si vous voulez poser des questions. Eh bien, Pascal ou Sébastien et puis Brigitte se feront un plaisir de vous répondre. À tout à l'heure. C'est déjà... Ah ben voilà, c'est déjà... Oui, j'avais fait signe, hein. On est en train... Oui, on t'est gagné, mais c'est vrai qu'on est en pleine discussion, voilà, et c'est vrai qu'on discute, on discute. C'est Pascal, il est très discipliné, et puis alors il parle beaucoup, hein. Pascal, Brigitte et Sébastien, donc aujourd'hui dans une émission spéciale, hein, puisque là aujourd'hui, eh bien, on parle du bio. Du bio, mais du bio de A à Z. Alors, avec Brigitte et Sébastien, c'est vrai qu'on était en train et Pascal, on était en train d'échanger beaucoup de choses en ce qui concerne le bio. Quand on dit bio, c'est vrai que c'est de faire de A à Z, mais il y a quand même, Sébastien, là c'est peut-être à vous que je vais m'adresser, il y a quand même des contraintes, quand même, des contraintes en ce qui concerne, je sais pas, moi je pense aussi au temps, à toutes ces choses qui fait que les produits bio, est-ce que comment c'est bien pour vous? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez toutes ces choses-là? Eh ben, que ce soit bio ou pas, déjà on sait bien que l'agriculture, ça demande du temps. Ça demande du temps, oui. C'est assez difficile de prendre des vacances. On est, notamment avec l'élevage, toute l'année, on doit s'occuper des animaux. Et puis, donc. Expliquez-moi un petit peu votre journée au quotidien. Tous les jours, c'est la même chose ou non, ou ça change ou... Oui, parce que vous me dites que vous avez oublié les moutons, là, hein. Vous dites, vous avez une centaine de moutons. Une centaine de moutons, c'est pareil, ça demande beaucoup de temps ou vous les mettez dans la pâture et ils se débrouillent tout seuls? Non, hein. Je pense qu'il faut quand même les accompagner. En période estivale, c'est quand même plus facile qu'en période hivernale. L'hiver, tous les jours, tous les matins, il faut nourrir les vaches, les moutons. Donc, alors là, avec vos produits bio, c'est vos produits à vous. Oui, c'est ça. Donc c'est du foin, donc qu'on fait pendant au printemps, printemps-été. Donc ça aussi, c'est une période de forte activité, de faire le foin. Ça nécessite. Déjà, il faut que les créneaux météo soient bons. Donc si ça tombe pendant le week-end, on est obligé de faire le foin le week-end, donc on n'a pas toujours le choix. Alors c'est pareil, vous avez vos machines à vous avez des machines spéciales pour faire le foin, c'est des petits ballots, c'est des gros ballots Aujourd'hui, plutôt des gros ballots, c'est plus facile à manipuler quand on est tout seul avec les tracteurs. Et puis donc ensuite, le matériel, donc évidemment, c'est du matériel spécifique pour faire ça. J'en ai un peu à moi, et puis après j'utilise aussi du matériel en CUMA. Donc CUMA, c'est les coopératives pour l'utilisation du matériel. Donc on a des machines à plusieurs agriculteurs. Ah d'accord, vous vous prêtez les machines ou Oui, voilà, c'est en coopérative. Donc chaque agriculteur a une part dans le matériel et puis on l'utilise quand on en a besoin. C'est mieux ça. Ça permet de réduire les coûts, comme c'est des machines quand même qui ont un certain coût, donc d'utiliser sur plusieurs hectares à plusieurs agriculteurs, ça permet de réduire ces coûts-là qui sont tout de même importants. Alors ma question, tous les agriculteurs sont bio comme vous? Non, pas spécifiquement. Donc, et les machines, ça fait rien que d'une machine, ça va au bio et puis que ça va à l'autre côté? Non.
Non, bah Non, non, pour elles sont nettoyées. Oui, D'accord. pour utiliser une machine qui retourne du foin ou des choses comme ça n'a pas d'inconvénient particulier. Donc là, le foin, il a été fait. Donc le foin a été fait, oui, quand la pluie a cessé cet été. Vous l'avez. Quand est-ce que c'est le foin août? Normalement, on en fait en mai, juin, et cette année, j'en ai fait que en juillet. Ah oui. Voilà, donc à partir de juillet. Mais donc, Alors, la production était un peu plus importante, mais après, c'est au niveau qualité, c'est un petit peu moins bon du fait que qualité nutritive pour les animaux, c'est mieux d'avoir de l'herbe en feuilles plutôt que d'avoir de l'herbe en épis. Donc, de ce côté-là, c'était les conditions météo n'aident pas toujours. C'est vrai que vous, agriculteurs, vous êtes amenés justement à dire quel temps il va faire le matin quand vous vous levez, vous regardez le ciel ou alors quand même 8 jours avant à travers Internet. Enfin, aujourd'hui, oui, on a Internet, on a des prévisions météo sur plusieurs jours, donc. Bien souvent, c'est ce qu'ils annoncent, c'est ce qui se passe ou ça va dépendre de la saison ou des périodes climatiques, mais en général, on arrive quand même à peu près à savoir le temps qu'il va faire pour planifier les travaux. Donc après, quand le temps est plus variable, c'est sûr, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas, mais donc on est obligé de faire avec. Avec le temps. Oui. D'accord. Alors là, vous me dites que vous avez des moutons, vous avez des vaches, des veaux. Les veaux. Alors là, les veaux, ils sont nés déjà, non? Ou vous avez des veaux de l'année dernière, donc qui ont là déjà. Chez moi, les vaches, il y a à peu près des naissances toute l'année. Par exemple, j'en ai un qui est né juste la semaine dernière. D'accord. Les autres d'avant, j'en ai eu au mois d'août, j'en ai eu au mois de mai ou au mois de février. Donc ça permet de pouvoir vendre des veaux, de la viande de veau à peu près régulièrement dans l'année. D'accord. Alors, dites-nous un petit peu comment que ça se passe, puisque c'est le veau, donc on va manger à votre ferme, je pense. Hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, on fait la vente à la ferme. Donc, les gens réservent à l'avance pour qu'on puisse... Ils doivent réserver. Oui, voilà, ça permet de... Alors, je veux un veau entier ou alors comment que ça se passe si vous avez très faim et un très grand congélateur, vous pouvez prendre un veau. Alors, surtout ce qui se passe, Brigitte, c'est que la ferme de la Genevois a une certaine réputation de qualité. Et c'était amusant de voir samedi les gens qui passent des commandes pour un mois de consommation dans tout, pratiquement, y compris le boulanger. Ça, c'est toi qui m'en as parlé, parce qu'on s'étonnait avec Philippe, le copain collectionneur d'ailleurs je salue mes copains collectionneurs, Bruno, Philippe et Benjamin. Ils sont au travail. Non, quoique Bonjour, Benjamin. Bruno. Benjamin, oui. Benjamin, notre jeune météo. Oui. Ah, ça y est, il a attrapé le virus, il est venu, ça y est, c'est trop tard. C'est vrai. C'est mort pour lui. Ça y est. Hein. Ça y est. Je crois que, voilà. Et là, il a envoyé une question, à l'instant, là, sur les logos, bio, AB, tout ça. Donc, ça sera à vous d'y répondre. Je connais un peu la réponse, mais vous êtes plus à moins, vous êtes technicien, donc on n'est pas. Et donc c'est vrai que de voir ces personnes qui privilégient la qualité, qui prennent des commandes pour un mois. Alors un mois de commande, tout en bio, ça peut être, vous dites du pain, c'est-à-dire. Les gens congèlent, ils préfèrent congeler, avoir du pain de qualité. Parce que vous faites votre pain. Alors il y a un boulanger qui vient. Il y a un boulanger qui vient. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Oui. C'est vrai. Alors, on va expliquer un petit peu le contexte. C'est vrai que c'est dans votre cours. Au départ, à la ferme, on faisait que des pommes de terre. Donc, les gens se déplaçaient, venaient acheter les pommes de terre à la ferme, mais ils disaient, vous n'avez que des pommes de terre. Ah. Donc, c'est bien pour les gens d'aller à la ferme chercher des produits, mais s'il faut faire 100 km pour aller chez le marchand, le producteur de volaille, le producteur de pommes, le producteur de carottes. Et donc nous, pour pallier à ce manque de produits qu'on avait à la ferme, comme on n'avait que des pommes de terre, vous avez rajouté. On a fait venir d'autres producteurs dans notre ferme, donc dans la cour de la ferme.
aujourd'hui, une fois par mois, donc le deuxième samedi. Je vais le noter, hein. Deuxième Donc, samedi. Le samedi matin, donc il y a un boulanger qui vient, un autre producteur de viande qui a du bœuf, du porc, on peut trouver du fromage, tout ce qu'on trouve classiquement sur un marché. Merci Brigitte, c'est gentil, elle me donne ce qu'il faut. Alors, deuxième samedi de chaque mois, de quelle heure à quelle heure? Donc à partir de 10h jusqu'à environ 14h30. Oh, c'est bien, donc, ça laisse le temps là. Mais si vous venez à 14h, c'est pas sûr il y aura plus rien. Il y aura plus rien. Je croyais qu'on avait le café offert. Ah, c'est possible ça. Mais il y a plus rien. Non, mais c'est surtout qu'il y a les petits malins qui arrivent dès 9h. Oui, c'est ce qu'on ferait aussi, nous, Voilà. pour avoir. Ou à moins que vous avez peut-être un site internet afin que l'on puisse justement réserver. Oui, c'est possible. Vous avez un site internet, vous pouvez nous le dire comment, Brigitte ou Sébastien, un site ou même un numéro de téléphone ou Oui, vous avez sur le dépliant du marché le site internet. Oui. www.lagenevoix. Je vais vous faire de la pub, les amis. Ouais. Ça sera gratuit. Donc, il y a le numéro de téléphone de la ferme qui est le 03 23 71 22 38. Donc là, vous pouvez passer toutes les commandes que vous voulez, y compris une pomme de terre, mais de volaille et de tous les produits qui sont en vente à la ferme, bien sûr. Et le mail, c'est contact@lagenevoix. Alors, je vais appeler LAGENEVROYE.com. Et donc là, vous pouvez passer commande. Et l'avantage, vous n'attendez pas et vous êtes sûr d'être servi. Et ça, c'est une bonne idée. Moi, c'est ce que je vais faire. Les agriculteurs, je pense que... en plus, je pense que ça répond à... C'est ou s'adapter ou disparaître. En gros, c'est ça, on est bien d'accord, pour l'agriculteur actuel. Oui, c'est ça. On se rend compte que les produits sont de plus en plus chers. Si on est dépendant du fournisseur d'engrais, du fournisseur de semences, quand on est dépendant de l'extérieur, on est obligé de suivre les prix du marché. Et puis on ne contrôle rien. Aujourd'hui, la crise agricole, on se rend bien compte que c'est le modèle actuel le modèle qui a été développé dans les années 50 ne fonctionne plus actuellement. Et il faut bien s'adapter puis évoluer. Donc chaque agriculteur essaye de trouver sa voie. Il faut développer différents marchés. Et puis on se rend bien compte que le marché mondial, les prix aujourd'hui, les producteurs de céréales ont eu une mauvaise année climatique. Et puis dans le reste du monde, la production de céréales s'est bien passée. Donc les cours des céréales au niveau mondial sont faibles. Donc ce qui impacte fortement tous ces céréaliers. Donc aujourd'hui, nous sur le bio, on n'a pas de marché mondial, c'est plutôt un marché français et qui varie assez peu d'une année sur l'autre. Il y a tout de même des variations suivant l'année. Donc comme tous les autres agriculteurs français, on a eu un peu à cause des soucis climatiques et une baisse de production même en bio, mais donc c'est quand même moins important que si on était sur un marché mondial. Alors, vas-y Pascal. Et je pense que on va parler du consommateur bio s'adapte plus facilement aux récoltes. Si par exemple tu n'as pas toi tu ne vends pas peut-être de cidre, du blé tu en vends en grain en plus, je veux dire. Mais l'agriculteur va, effectivement, il y a cette offre et la demande. Et je pense que le consommateur naturel ou bio est beaucoup plus souple que l'industriel qui va faire ce qu'ils appellent le consommateur industriel, celui qui va faire ses courses à l'hypermarché. Il prend ce qu'on lui donne. Il y a un tarif, il y a un prix, on n'en parle pas. Oui. Tandis que là, vous allez sur un marché, vous pouvez regarder. D'une part, et puis effectivement, si Sébastien et Brigitte n'ont pas tel ou tel produit, vous allez prendre autre chose. De toute façon, en hypermarché, on va vous
en règle générale, on va vous le fournir sous quelques conditions que ce soit. Il va être importé, il va être de très mauvaise qualité ou de meilleure qualité, peu importe. Mais de toute façon, on va essayer de pour ne pas que la concurrence prenne. De toute façon, c'est le système. Effectivement, le monde bio, c'est un monde qui est tout à fait différent. Et lorsque l'on regarde les gens qui viennent à la ferme, on en a vu quand même pas mal. Ça encore ce week-end, c'était près d'un millier, je crois, c'est ça. Hein. Pas loin, oui. Voilà, c'est ça. Hein. Ah, bah dis donc, en effet. Oui, voilà. Donc c'est pas 10 personnes, c'est 1 millier de personnes qui sont venues, qui ont fait leurs courses, qui sont venues visiter, qui sont venues, voilà, bon, peu importe. On visite aussi votre ferme? C'est-à-dire qu'il y avait des gens comme moi qui vendaient rien, donc on va leur dire bonjour, quoi. On vient voir. Et puis il y a comme des activités, parce que par exemple, vous avez j'avais mon voisin la famille qui fait le jus de pomme, j'ai oublié leur nom d'ailleurs, qui sont des gens charmants. La famille Maclar. Voilà, ce sont des gens du cru, qui sont des gens extraordinaires, qui habitent dans l'Oise, hein, c'est ça. Oui. Ce sont des gens qui arrivent avec leurs pommes. On vous vend le jus de pomme qui est pressé sur place, à un prix tout à fait honnête, hein, on va être qualité, c'est extraordinaire. Et donc, non seulement vous pouvez déguster sur place, vous pouvez consommer sur place, vous pouvez emporter, et vous pouvez voir le produit se faire. Ah oui. Ça, c'est voilà. En gros, c'est notre enfance. Hein, c'est comme ça. Et donc, vous avez tous les métiers de l'agriculture qui étaient là. Agriculture et tout ce qui est un peu autour de la transformation aussi, hein. Et effectivement, c'est super. Lorsqu'on voit il y avait un petit brasseur de bière qui est un type extraordinaire. C'est une personnalité, ce garçon. Moi, je l'adore. C'est un rapport avec l'agriculture, parce que donc c'est un type donc qui consomme de l'orge brassicole de qualité. Peut-être très peu, effectivement, mais de qualité. Voilà, c'est pas un produit qui vient de certains pays, parce qu'encore, il y a les normes françaises, mais il y a des pays qui respectent un peu moins les normes, on va dire. Je citerai l'Espagne, tiens, par exemple. Je suis pas gentil. Mais voilà, bon, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Et donc le consommateur va beaucoup plus facilement on va pas dire supplier, mais s'adapter à cette offre, point final. Voilà. Ça s'arrête là. Et je pense que par exemple, si il n'y a pas de pintade, le type où il a une pintade, il va prendre un poulet, c'est pas de pintade, parce qu'il veut manger un produit de qualité. Alors dites-nous, expliquez-nous un petit peu, parce que vous, ce que vous avez vendu donc samedi, pintade, poulet, coq, œuf, qu'est-ce qu'il y a encore Et les frites de patates bio. Oui. Ah là là. Les quoi, les Tu n'es pas venu, les frites des pommes de terre bio qui sortent de la friteuse. Ah ouais. À l'apéritif, je t'en parle pas. Ah oui, alors vos pommes de terre, là, tout. Avec de l'huile, faite avec de l'huile d'un producteur de la Marne. Oui. Donc, oui, bio. Tout est bio. Alors, on reviendra au label, parce que je pense qu'il y a certainement un label qui fait que justement vous pouvez vendre du bio chez vous à votre ferme. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les moutons, la viande de veau. Oui. La viande de veau que l'on vend en caissette de 5 kilos, où il y a un assortiment de morceaux, un rôti, 2 côtes, 5 escalopes, et puis les morceaux pour la blanquette. Et puis les abats sont vendus à part. D'accord. Donc ça, c'est réservé souvent un mois, à 2 mois. C'est ce que j'allais dire. Oui, parce que du jour au lendemain, vous n'allez pas couper, tuer le veau, et puis il faut que ça soit quand même préparé à l'avance. Oui. D'où vient le numéro de téléphone, le site aussi, et puis allez vous voir ou faire la commande. Peut-être un mois à l'avance même. Hein. Oui, souvent un mois à l'avance. C'est mieux. Hein. Oui. Tu imagines, Edwige, une blanquette de veau à la crème fraîche. La vraie crème fraîche, hein, pas la légère. Oui, celle de Paulette. La vraie. Voilà. J'ai faim. Parce qu'il y a Paulette qui fait de la crème fraîche. Bien sûr. Alors, expliquez-nous. Alors, tout ça, ce sont des producteurs qui viennent à la ferme tous les mois. Oui. Tous les mois, c'est les mêmes producteurs ou ça change? C'est les mêmes. D'accord. Disons qu'il y a d'autres qui se rajoutent. Quand on a commencé le marché, on était 5 exposants. Oui. Petit à petit, l'équipe s'est étoffée, et puis maintenant, on est entre 15 et 20. Oui. Et vous vendez tous vos produits ou oui, nos par produits. Exemple, vous dites que vous faites les œufs. Si Martine elle a des œufs aussi, c'est pas un problème. Il y a Yves qui vient aussi au marché, qui a des œufs, c'est pas un problème. On n'en a pas assez. Vous savez, samedi, il y avait 2 boulangers. Il y avait 2 boulangers. Les 2 ont tout vendu. Oui. Et il y en a un, je crois, à 11h30, c'est fini.
Oui. Vous vous rendez compte, 11h30, il est resté jusqu'à 18h. En effet, mais Enfin, c'était c'est comme ça, en renommé. fait. Alors c'est une tradition. Enfin, je veux dire. Oui, et puis bon, finalement, les produits sont rattachés à une personne. Et ça, je crois que les produits ont une âme. On y met toute notre passion, notre amour des bons produits. Oui. Donc je crois que Ça les se voit, ça, consommateurs le ressentent. D'accord. Non, et puis surtout, bon, on peut commettre tous une erreur dans quoi que ce soit. Hein. On rate quelque chose. Par exemple, la crème fraîche, vous allez la rater en la faisant, pourquoi pas. Une fois, ça va aller. Bon, le client va dire, bah tiens, ah oui, c'était bon. Mais si vous le faites 2 ou 3 fois, on sait à qui s'adresser. C'est pas la maison, c'est pas un Ah oui, Internet, c'est pas le. l'église, Oui. c'est Madame une telle qui est venue, qui a vendu. Donc elle est bonne. Elle sait faire. Elle n'a pas de savoir-faire. Elle ira pas loin, de toute façon. Alors, comme vous dites, Brigitte, ce sont des producteurs autour de votre ferme, ou alors ils viennent de loin, non? Il y en a quelques-uns qui viennent de plus loin parce qu'on n'a pas trouvé de producteurs de porc dans la région. Est-ce que vous êtes à la recherche justement de certains producteurs? Est-ce que vous êtes à la recherche? Ah ben pourquoi pas? Oui. Qu'est-ce qui vous manque? Et il manque des producteurs bio. Oui. Parce que, par exemple, en Picardie, c'est une région de grande culture principalement, et malgré qu'il y en ait ces dernières années pas mal qui soient passés au bio, on est quand même une des dernières régions de France. Maintenant, c'est Hauts-de-France, donc Nord-Pas-de-Calais, c'était pas beaucoup mieux non plus. Oui. Donc on est dans peut-être même la dernière région de France en termes de bio. D'accord. En gros, en 2015, il y avait à peu près 1 million d'hectares en bio en France, et en Picardie, à peu près 10 000 hectares. Ce qui fait même pas 300 fermes en bio sur les 3 départements de Picardie. Donc là, avec 2016, il y en a quand même un certain nombre, peut-être eu plus de 15% en plus, Oui. donc ça se développe quand même. Ça commence, hein, commence à en parler, hein, quand même. Hein. Et voilà, c'est pas encore très très développé. Et puis pour la gamme de produits, pour avoir une gamme de produits complète, là dernièrement on a un producteur de fromage de chèvre qui vient au marché, mais donc lui c'est difficile, il n'a pas suffisamment de terrain pour pouvoir fournir assez de fromage. Ah oui. Donc voilà. Donc là, vous recherchez quoi exactement pour pouvoir justement compléter un petit peu votre ferme, enfin tout ce que l'on peut éventuellement aller acheter avec vous, quoi. Pascal, le producteur qui vient de la Meuse, serait prêt à passer son savoir à des jeunes pour qu'ils puissent venir sur le marché. Oui, s'il y avait un producteur de porc ou de porc bio, par exemple, dans la région, il est le bienvenu. Il peut venir. Qui l'appelle? D'accord, qui l'appelle. Oui, exactement. Alors, j'étais en train de dire, c'est vrai, hors antenne, vous avez certainement, comment dire, un AOC. Vous faites tout ça, mais vous avez une marque ou un label ou quelque chose comme ça. C'est le label. Oui. Le label AB, ou alors maintenant, c'est au niveau européen, c'est la feuille. Voilà. La petite feuille. Alors donc notre ami Benjamin qui pense à tout. Il nous a envoyé une photo. Benjamin. Il a envoyé un SMS. Donc il trouve que le bio, pour certaines personnes c'est compliqué peut-être. Certains produits bio viennent de pays différents de la France. Est-ce qu'il s'agit des mêmes produits en gros, la même certification ou les mêmes normes? Donc la norme bio, donc c'est un cahier des charges européen. Européen, d'accord. Donc aujourd'hui, tout ce qui vient de pays européens, donc de l'Union européenne, c'est la même certification. Donc nous, notre organisme de contrôle, donc je sais plus exactement, mais il y en a à peu près 5 organismes en France qui sont habilités pour faire ces contrôles. Que ce soit Écossaire ou autre.
Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc ils font aussi des contrôles. Donc l'organisme qui vient chez nous fait aussi des contrôles sur ce qui est importé. Donc là, à ce moment-là, c'est l'importateur qui va être contrôlé. Puis dans le pays d'origine, c'est le cahier des charges qui est vérifié si c'est équivalent. Donc après, comme dans tout système, il peut y avoir des gens mal intentionnés qui vont essayer de frauder le système. Et puis là, il y en a. Non. Ça existe, il paraît. Ah oui, d'accord. Donc ça, moi, je peux pas vous le certifier. D'accord. J'ai l'organisme qui vient certifier chez moi. Je suis sûr de ce que je fais chez moi. Oui. C'est contrôlé. Donc ça, c'est certifié. Alors, est-ce que sur tous vos produits que vous vendez, il y a le tampon, il y a quelque chose ou non? Non, c'est oui, ah si, d'accord. Par exemple, je vais chercher une caissette de produits bio chez vous, Brigitte. Sur la caissette, il y a sur la cassette, vous avez tout avec les normes de traçabilité, même d'accord. sans être bio. Déjà à l'origine, on a des contraintes. Mais alors là, en plus, donc vous savez le numéro parce qu'ils sont tous bouclés. Ils ont des boucles d'oreilles pour la traçabilité. Donc vous avez le numéro de l'animal, la date d'abattage, la date de découpe. Ah oui, il y a tout. Donc c'est veau né nourri et vendu à la ferme de Genreau. Il n'a pas bougé. Si, il a bougé. Pour l'abattage. Si, il a bougé, oui. C'est vrai que ça va s'arranger peut-être. C'est vrai que ça, vous étiez en train de dire, c'est vrai que oui, mais je pense que ça existe. On va dire l'abattoir mobile. L'abattoir mobile, l'abattoir qui vient faire tout ça chez vous. Hein. Il me semble que ça existe. Je vais faire des recherches. Pas dire de bêtises, mais si une personne ou un dirigeant d'entreprise possède ce genre d'industrie, parce qu'à partir du moment où il y a des normes, on a les normes industrielles, ce genre de matériel, qu'il nous contacte, oui. Ou la radio, ou alors Brigitte, parce que c'est vrai ce que vous étiez en train de dire, Sébastien. C'est vrai que les petites bêtes, faut les prendre, faut les mettre dans le camion, et les emmener à l'abattoir qui se trouve à je sais pas combien de kilomètres déjà. C'est quand même un stress, quand même, parce que vous les emmenez, vous assistez à tout, à tout ce qu'ils font à votre petit veau. Non, aujourd'hui on ne peut pas faire ça. Les contraintes sanitaires nous obligent d'emmener l'animal à l'abattoir et puis ensuite c'est un. Ah, vous le laissez là-bas. Donc oui, voilà. Donc il y a un peu le stress du transport, tout ça. Donc aujourd'hui l'abattage à la ferme n'est pas autorisé pour des questions sanitaires. Renseignez-vous parce que moi je pense que le roulant ça existe. Donc en Suède ils ont des expérimentations. Ils déplacent un camion abattoir dans les fermes. Oui. Et aujourd'hui, il y a eu peu de temps, il y a un rapport parlementaire qui est sorti suite aux histoires qu'on a entendues dans les abattoirs où les animaux étaient maltraités. Oui. Et donc, peut-être qu'il y aura de l'expérimentation dans ce sens-là pour justement éviter le stress. Parce qu'on essaye de nourrir les animaux correctement, d'en prendre soin. Et puis après, si à l'abattoir... ça se passe mal, oui. La viande va faire en qualité. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas dans un gros abattoir industriel, donc ça se passe relativement bien. Oui. Mais les petits abattoirs, comme celui de Laon, jusqu'à l'année dernière, on allait à l'abattoir de Laon. Et donc c'est un petit abattoir qui a fermé pour raisons financières. Donc, si ça continue comme ça, donc il n'y aura plus que des abattoirs industriels. Et là, c'est pas tellement bon. Et vous, Sébastien, c'est ce que vous voudriez. Vous voudriez que les abattoirs viennent dans votre ferme, pouvoir faire. Pouvoir faire des choses à moins grande échelle, moins industrielles, pour maîtriser localement. Ne pas avoir besoin de faire 100 km pour emmener un animal à l'abattoir. Et puis en plus, les animaux élevés dans les fermes bio sont comme le traitement est tout à fait différent. Ils ont de l'espace.
Oui, c'est ça. Ils sont pas confinés. Vous prenez un poulet ou une pintade qui court chez Brigitte et est en liberté. Il faut même courir après pour l'attraper. Non, mais Brigitte ne s'amuse pas à calculer si récemment, je faisais de la recherche sur les canards. La norme du canard fermier, c'est 0,46 m² par bestiole. C'est pourquoi pas 0,50, 0,46. Ça correspond à une norme qui vient du Canada, puisqu'on a calculé que le canard barbarie moyen fait 46 cm de longueur et qui peut se retourner. Vous voyez jusqu'où ça va chercher. C'est lamentable. Ah oui, ah là là. C'est pas grand, 0,46 m². C'est ça, oui, comme tu dis, c'est ça. Voilà. Hein. Et donc, voilà, chez Brigitte, cette année, j'ai pas vu, l'an dernier, il y avait des pintades qui couraient derrière. C'est la liberté. Voilà, oui, c'est va me chercher la pintade. Voilà, mais là, il y a la différence. C'est tout. C'est comme lorsque Sébastien parle de 15 vaches allaitantes, lorsqu'elles sont en prairie, elles sont, de toute façon, déjà, une vache en prairie, par essence naturelle, elle doit avoir de la place, elle doit pouvoir s'ébattre et autres. Mais les animaux, c'est quand même assez. Chez moi, j'ai des volailles. Lorsque l'on voit les dindons qui jouent avec les pintades, les animaux jouent. Lorsqu'ils ont de la place, lorsqu'ils sont en bonnes conditions. Les animaux sont joueurs. Un jeune veau, vous le lâchez en pâture, il court dans tous les sens, il va jouer avec un bout de papier qu'il va trouver. C'est vrai ça. Ou il va avoir peur d'un caillou, il va tourner autour. C'est amusant à voir. En industrie, la bestiole elle est attachée. De toute façon, donc elle ne peut pas sauver, elle ne peut pas bouger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et non, de toute façon, en gros, vous êtes deux mondes, même pas deux mondes, deux galaxies différentes entre l'industrie. Là, on va être réaliste, c'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, c'est un choix de société. Il y en a une qui est arrivée au bout, il n'y a pas de secret. De toute façon, la vie est un éternel recommencement. Ce qu'on appelle le bio maintenant, c'est ce qui se faisait il y a 150 ans. Parce qu'on connaissait. Alors là, je vais un peu réagir là-dessus. Il y en a qui disent que c'est un retour dans le passé, l'agriculture bio, mais non, aujourd'hui, on a toutes sortes de connaissances agronomiques et on fait encore des recherches. Et on a eu très peu de recherches sur le bio. Il n'y a pas autant de recherche bio qui est financée que dans ce qui a été chimique, mais on apprend des choses encore sur la nature, sur le fonctionnement du sol, sur le fonctionnement des petites bêtes. Par exemple, moi j'ai planté dans mes champs qui étaient des grands champs de 20 ou 30 hectares, j'ai planté tous les 100 mètres une ligne d'arbres pour justement apporter de la diversité, pour qu'il y ait des insectes comme les carabes qui sont très utiles parce notamment ils mangent les limaces. Et donc tous ces insectes auxiliaires, tout le monde connaît l'histoire de la coccinelle qui mange le puceron. Donc le fait d'apporter de la diversité dans les champs, c'est aussi une chose qui est encore assez mal connue, même des agriculteurs eux-mêmes. Et au niveau de la chambre d'agriculture, par exemple, ils font des recherches, des comptages d'insectes pour essayer de quantifier tous les bienfaits que ces petites bêtes-là peuvent apporter dans les cultures. Et donc, c'est pas de l'agriculture du passé, on n'utilise pas les produits chimiques comme ça a été, comme mon arrière-grand-père n'utilisait pas de produits chimiques. Donc, l'agriculture aujourd'hui bio peut être productive avec des techniques agronomiques, tout un tas de connaissances qu'on n'avait pas il y a un siècle et qui permettent aujourd'hui de faire de l'agriculture bio qui soit productive et qui puisse nourrir la planète. C'est pas avec l'agriculture intensive qui est exportée à des prix bas qui va permettre de nourrir le monde. Aujourd'hui, la faim dans le monde, si c'était l'agriculture productiviste qui pouvait l'arrêter, ce serait déjà fait. Ça se saurait en plus. Ça se saurait, oui. Les gens meurent de faim, c'est pas à cause du manque de production, c'est une production qui n'est pas organisée comme il le faudrait. Voilà. Pour pas mourir de faim. Donc l'agriculture bio dans le monde pourrait nourrir la population mondiale, même avec 9 milliards d'habitants. Mais de toute façon, même l'INRA, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il est fait par cet organisme, est bien d'accord qu'avec le bio ou la culture naturelle, ça ne pose aucun problème. On peut produire au moins autant que pour la culture intensive et l'élevage intensif. Oui, voilà. Ça pose aucun problème. Il y a moins de gaspillage quand on consomme des produits bio.
il faut bien savoir, par exemple, le fait le maïs, par exemple, en culture intensive, c'est la consommation d'eau. Moi, quand j'ai lu les milliers de mètres cubes d'eau qu'il faut pour un hectare de maïs, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Voilà. Bon, puis parce que lorsqu'on met de l'engrais, il faut aussi de l'eau, une humidité pour que la plante assimile de façon correcte tout ce qu'on y met. Bon, d'accord. C'est pour toutes les plantes. Moi, les tomates, on se bat avec cette année. C'était un de nos problèmes, justement, de faire assimiler comme il le fallait, entre trop de chaleur, pas assez de chaleur, trop d'eau. Bon, on a réussi, hein, mais c'est pas toujours évident. Et donc, la culture, de toute façon, la nature. C'est quand même amusant lorsqu'on voit par exemple des routes qui sont abandonnées, du bitume. On peut passer 2 ans après, la nature est revenue dessus. Oui. Mmh. Donc, il y a une raison, c'est que la nature est plus forte que nous. De toute façon, on pourra faire tout ce qu'on voudra. Ça revient toujours. Lorsqu'on voit les épaves de bateaux où il y a eu du fioul dedans, qui ont coulé, et que lorsqu'on y retourne quelques années après, on voit les poissons dedans, les crustacés dedans. Pourquoi ? Parce que la nature s'adapte. Oui, c'est vrai. Elle sait s'adapter. Et si on produit, par exemple, en Californie, ils ont parlé des abeilles, il y a des champs de 20 km² d'orangers. Imaginez-vous 20 km². Il n'y a que de l'orange. Donc les abeilles, bien sûr, ça ne les intéresse pas. Ou elles se laissent mourir de faim, de toute façon, elles ne produisent pas. Alors ils se sont rendus compte que si on faisait une petite haie de temps en temps, ça serait génial. Le bocage, ça existait naturellement avant. C'est pour X raisons, parce que ça fournissait du bois déjà d'une, quand on élaguait. Ça coupait le vent, ça retient l'eau, je crois que dans 100 mètres de haie, tu vas peut-être me confirmer, il y a au moins 30 races d'animaux différents, c'est ça ? Oui, c'est 100 mètres. Donc voilà, si on fait 1 kilomètre, c'est bon. Et puis, mais c'est la nature. On a tous besoin dans la nature et des insectes qui mangent des autres et qui défendent certains systèmes. C'est comme ça, c'est tout. Faut laisser faire la nature. On le dit toujours. Hein. Laissons faire la nature. Il faut vivre avec. Alors, quand on est producteur, effectivement, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, en fait, ce sont des plantes qui envahissent les cultures que l'on fait. Mais en fait, elles sont pas si mauvaises. Hein. La nature a horreur du vide. Donc, si on laisse un champ vide, il y aura toujours des choses qui vont pousser. Et puis, la monoculture, c'est pas naturel non plus. Donc, le fait d'associer des fois plusieurs cultures, dans les parcelles cultivées, on peut cultiver en même temps plusieurs plantes, comme par exemple de la févrole, qui va être une légumineuse qui apporte de l'azote au sol, et puis une céréale, donc en mélange. Ça permet d'avoir dans la culture de la diversité, et puis une meilleure production que si les deux cultures étaient faites séparément. Donc par exemple pour l'agroforesterie, donc c'est démontré que si vous avez 2 hectares, vous mettez 1 hectare de forêt et à côté 1 hectare de culture, ça produit moins que 2 hectares d'agroforesterie. Les arbres profitent des cultures et les cultures profitent des arbres. Ensemble, la diversité fait que la production est plus élevée que de la monoculture. J'ai essayé d'expliquer ça récemment à un agriculteur qui fait du conventionnel. Il me dit, mais tu me racontes n'importe quoi. Je lui ai expliqué qu'effectivement, il me dit, comment je fais pour passer comme osseuse batteuse ? Si tu as un champ, on va dire, tu parles 2 hectares. Mon grand-père, c'était comme ça, avait des rangs de noyers. Effectivement, sous le noyer, il y a moins de production de blé, c'est certain. Mais les feuilles de noyer après font de l'engrais, voilà, par exemple, et ainsi de suite. Et si on est quand même assez actuellement, on sait qu'une mousseuse batteuse, selon la taille des exploitations, la personne qui a 50 hectares va pas avoir une 12 mètres de coupe. Ça sert à rien, on est bien d'accord. Il a une mousseuse batteuse adaptée à ses besoins. Donc, il connaît ses besoins. On ne dit pas de mettre un rang de noyer ou d'amandier ou de peu importe de pommier tous les 5 mètres. Parce qu'il faut quand même pouvoir passer avec la machine. Mais il y a la place aux deux. Effectivement, même si ça réduit un peu sa production de blé, il a une production de pommes en plus et de noix qu'il n'avait pas. Oui, tout à fait. Et puis les arbres aussi développent un système racinaire différent en culture que en forêt. Le système racinaire est plus profond. Et ce qui n'est pas exploité par la culture dans les racines, l'engrais qui va sinon être lessivé, partir dans les nappes d'eau, est récupéré par les racines d'arbres en dessous. Et donc, ça, avec les feuilles, ça remet de la matière organique en surface.
Et puis les arbres aussi sont cultivés de manière à ce que ce soit adapté au matériel agricole actuel. Oui, on peut, hein, voilà. Mais effectivement, c'est une démarche qu'il faut être prêt à accepter, qu'il faut... Voilà, il faut pas planter n'importe quoi, c'est sûr. Si on veut mettre, je sais pas, des oranges en Picardie, ça va peut-être pas marcher. Je pense pas. Mais effectivement, citronnier non plus. Hein. Quoi, avec le réchauffement, Oui. Mais effectivement, on peut le faire. Ce qu'il faut, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être moins facile de faire que du blé, que de faire du blé et de la noix, que du blé et de la pomme, je ne sais pas. Mais je trouve malheureux lorsqu'on voit les prairies. Autour de chez moi, il y a plein de prairies. Dès qu'un poirier ou un pommier meurt, on le laisse pourrir et il n'est pas remplacé. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est vrai. Voilà, alors qu'ici, il y a plein de pommes, il y a plein de poires. Qu'est-ce qu'on peut encore cultiver On a quand même une terre assez riche, hein, quand même, ici, dans l'Oise. Oui, et puis de toute façon, il suffit de regarder. En plus, il y a toujours des associations ou des gens qui ont un savoir. Bon, pour les pommes, il y a les croqueurs de pommes, qui vont même jusqu'à vous greffer les variétés chez vous, les races chez vous. Attendez, que demander plus? Ils arrivent avec leur expertise. Ouais. Ça, c'est bien, ça. C'est quand même pas compliqué. Ça existe encore, Pascal? Tout à fait. Ils étaient samedi au marché, les croqueurs de pommes. Bien sûr. Alors, expliquez-nous un petit peu le concept. Ils croquent une pomme, je sais pas. Croqueurs de pommes. Ils présentaient toutes les variétés anciennes de pommes et de poires. Ouais, de Picardie notamment. De Picardie. Il n'y en a pas eu beaucoup des poires cette année, hein? Non, cette année, même au niveau des pommes, il y en a moins aussi. C'est pareil. C'est toujours petites, la diversité apporte un bénéfice. Quand on n'a qu'une variété qui fait la floraison au mauvais moment quand il pleut trop, on n'a rien. Que si on a plusieurs variétés différentes, tout à fait. Ça permet, cette année c'est quand même assez difficile, mais une année normale d'avoir... dans l'ensemble, j'ai fait 500 bocaux de conserve moi cette année. Combien? 500 bocaux, presque 480 quelque chose. De quoi? De tout. Ah, dis donc, t'as bien bossé, Par toi. Par contre, c'est vrai que les Mirabelles, cette année, il y en a beaucoup. Bon, je suis parti quand il fallait pas. Les corneilles sont venues, elles sont servies avant moi, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a des fruits qui sont en moindre quantité cette année, et d'autres au contraire. Et c'est ça. Il y avait une chanson de Jean Ferrat qui disait une année riche, l'autre pas. Hein. L'année où il y a beaucoup de pommes, on mange des pommes. L'année où en plus, la pomme est un fruit d'hiver par excellence. Hein. C'est vrai. On en mange. Si on n'a pas beaucoup de pommes, peut-être qu'on aura des poires ou des noix ou des noisettes. Ah oui. Il y a beaucoup de noisettes cette année. On a des noix et des noisettes, c'est vrai. Un bon pain bio aux céréales avec des noisettes. Attendez. Mais Pascal, il pense qu'à manger. Ça fait partie de la vie. C'est vrai. Attendez, mais c'est beau. Nous sommes avec des producteurs donc qui se décarcassent pour qu'on puisse manger. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a de la bonne production. Hein. Oui. Alors, c'est une émission qui va toucher à sa fin, qui va se terminer. On va passer un petit peu deux, trois petites musiques, le temps qu'on fasse le point, et puis on terminera avec Sébastien et Brigitte, justement, pour savoir un petit peu quels sont leurs désirs de pouvoir continuer un petit peu, de pousser un petit peu plus leur exploitation, ce qu'ils veulent en plus. Voilà, on s'écoute de la musique et puis on revient tout de suite. Oui, alors ça sera Bruno Sotti avec Destin. Ah, j'adore. Et Claude Barzotti avec Les Chants de Solitaire. Et avec deux petites annonces quand même. Oui, mon petit cadonnet. Pam 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 pam. Poum poum. Il est où mon petit ma petite sonnerie? Ta petite sonnerie? Oui. Alors là, je l'ai perdu sur la route. Alors, bien sûr, si vous écoutez cette émission spéciale, on parle du bio de A à Z avec Sébastien et Brigitte qui ont une ferme, on le rappelle, à Roucourt-Saint-Martin. Dites-nous un petit peu exactement où est située votre ferme. Donc la ferme est assez facile à trouver, c'est sur la départementale 1 entre Soissons et Château-Thierry. Donc c'est à peu près 30 km au sud de Soissons, 10 km au nord de Château-Thierry.
Donc au village de Raucourt-Saint-Martin, donc la ferme est à l'extérieur et c'est assez bien indiqué. Avec mon GPS, ça va tout seul. Avec le GPS. Oui. Alors, en direction entre Soissons, direction Château-Thierry, lorsque l'on sort de Raucourt-Saint-Martin, première route qui monte à gauche, c'est écrit. La Genevois. Vous faites 500 mètres sur l'allée, donc vous arrivez dans la ferme. Une ferme qui est de style, je ne sais, de quelle année est-ce que c'est une ferme fermée C'est une cour fermée, oui. Oui, donc c'est magnifique. Qui a été reconstruite après la guerre de 14. Voilà, mais donc c'est un style de ferme forte, ce qu'on appelle à l'origine ça. Oui. Donc, voilà. Donc c'est là-bas. C'est très calme, c'est très beau. C'est très calme, c'est très beau, oui. Et là où vous recevez tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Alors, on va dire, c'est vrai que dans votre ferme, eh bien, marché bio, artisanat de Raucourt-Saint-Martin, vous recevez des agriculteurs qui vendent de la volaille, de la viande, du pain, légumes, des fruits, fromage. Produits laitiers, café, du café. Il y a un stand de produits artisanaux. D'accord. Équitable. Ah oui. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire équitable? C'est des produits qui sont payés au juste prix pour les producteurs. D'accord. Et cultivés selon. En bio. Voilà. Issus en bio. Oui, parce qu'aujourd'hui, on fait pas encore de café en France, donc... Ni de chocolat. C'est quand même malheureux. Il y a quelques produits qui nécessitent d'être produits à l'étranger. On va aller chercher là-bas. Le cidre, jus de pomme, artisanat local. Alors là, votre ferme, eh bien, on l'a rappelé, le numéro de téléphone 03 23 71 22 38. Vous pouvez appeler Brigitte, qui sera au bout du fil, qui forcément prendra les commandes si vous avez envie de commander de la viande, si vous avez envie d'avoir vos produits. On est bien d'accord. Oui. Et le magasin est ouvert tous les vendredis et samedis. Le vendredi après-midi de 14h à 19h et le samedi. Là, on va parler. Vous m'avez parlé en dehors de l'antenne du AMAP. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, les AMAP. Oui. Ce sont des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est un groupe de consommateurs qui se réunit chaque semaine autour d'un producteur, souvent des maraîchers. Ça commence autour d'un maraîcher. Mmh. Ils ont un panier de légumes chaque semaine. Et puis nous, on se greffe autour de plusieurs AMAP où on livre des poulets et des œufs. Donc on livre une AMAP à Laon, une autre à Reims, Château-Thierry, Ferrand-Tardenois, Croûte-sur-Marne, Plessis-Belleville. Donc on se regroupe où il y a à plusieurs producteurs. Il y a aussi des AMAP qui ont un producteur de miel, de pommes, de viande, de toutes sortes. Alors, expliquez-moi un petit peu le fonctionnement parce que vous dites que vous faites partie de AMAP. Moi, si je veux en faire partie, qu'est-ce que je fais? Vous adhérez à l'association. J'adhère, d'accord. Je paye une cotisation. Oui, annuelle. Et puis après, vous avez un contrat avec les différents producteurs, qui est un contrat à l'année. Et vous payez d'avance un chèque ou 4 chèques, suivant les producteurs. Et puis, c'est un contrat donc où chacun... on se voit soit une fois par semaine, ou alors pour nous, avec les poulets, c'est une fois par mois. Donc je choisis mon producteur, oui. Donc je vous choisis vous, et à ce moment-là, tous les mois, je reçois un panier ou je vais chercher mon panier? Je vais à la MAP qui est la plus proche de chez vous. Ah, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Suivant chaque association a son lieu de rassemblement, de livraison, et puis ça permet donc au producteur, comme il y a un engagement annuel, il sait la quantité qu'il va produire. Voilà. Et puis, en fonction de ce qu'il a produit, il fournit les amapiens en différents légumes. Ou nous, donc c'est le poulet. Donc on s'engage mutuellement. Donc moi, je sais que tous les mois, je vous livre un poulet. Et puis vous saurez que vous... Ah, j'ai un panier garni alors, voilà, avec du poulet, je peux avoir des œufs, je peux avoir... Non, ou c'est vous qui me... Oui, c'est vous qui choisissez ou...
Comment Oui, ça se... alors, je pense qu'il y a des paniers à plusieurs tarifs. Oui, Voilà. aussi. Si vous voulez que des légumes, donc vous voulez que des légumes, ça vaut tant, vous le savez à l'avance. Vous savez qu'en payant tant par mois, vous aurez votre panier de légumes toutes les semaines, tous les 15 jours, bon, peu importe. Oui. C'est un contrat, en fait. Ah, d'accord. Et donc, ce contrat, l'avantage, moi, c'est que le producteur, il connaît ses besoins de production à l'avance. Et ça, voilà. Oui. C'est pas mal. Et puis les consommateurs savent aussi que ils sont solidaires quand il y a des aléas climatiques, quand il y a des différents aléas. Oui. Oui. Alors, notamment en région parisienne, il y a une AMAP dans le 78. Un des producteurs a eu des soucis de santé importants. Et les AMAPiens sont tous allés à plusieurs, je crois, une quinzaine à un week-end pour désherber ces cultures. Ah oui, d'accord. Bénévolement. Voilà. Il y a une Il y a un certaine contact, solidarité. il y a un contact. Voilà. Alors, comment je peux savoir qu'il y a une AMAP autour de chez moi? Je le sais comment, ça? Doit y avoir il y a une fédération nationale. Alors donc sur Internet, si vous recherchez, peut-être que vous trouverez une AMAP près de chez vous. Après, si vous, avec des amis, vous êtes intéressé, vous pouvez créer une AMAP et puis aller voir un producteur, si vous connaissez un producteur. Donc, ça s'organise localement, en général. Alors, y a-t-il d'autres moyens comment on va dire, de communication justement pour pouvoir découvrir tout ce que vous faites? Nous à la ferme, soit venir nous voir. Après, on a aussi une page Facebook, donc la Genevois, où vous pouvez suivre notre actualité. Et puis, le mieux c'est de venir à la ferme. De venir là-bas. Le vendredi ou le samedi. Je sais pas, j'ai sur mon bloc-notes du woofing. Du woofing. Qu'est-ce que c'est le woofing? Le woofing. Bon, on a eu un petit raté. Vous auriez peut-être eu deux jeunes femmes, donc une d'Argentine et une du Texas. Oui. Mais bon, elles sont pas venues c'est des raisons on fait pas tout ce qu'on veut comme on veut. C'est vrai. Donc je pense que Sébastien en parlait, je connais un peu le système. Le woofing, c'est typiquement français à l'origine, si mes souvenirs sont bons. C'est anglais. Au départ, c'est anglais. C'est anglais. Les Français sont réputés. Alors. Ça commence, oui. Donc, le woofing, c'est World Wide Opportunity on Organic Farm. Voilà. Ça veut dire que ce sont des opportunités dans les fermes bio. C'est un système d'échange de personnes qui veulent apprendre la langue française. C'est comme un stage. Alors, elles viennent chez vous et elles apprennent à parler le français, à découvrir la vie de la ferme. Ah, d'accord. Oui. Et donc, elles sont logées, nourries, et puis en échange, elles nous aident quelques heures. Ah oui. Pour découvrir. Ils apprennent voilà, c'est ça, c'est des gens, c'est pas forcément des étrangers, ça peut être des Français. Des Français, ça peut être des Français aussi. C'est un réseau international et puis dans toutes les fermes bio du monde, on peut aller découvrir l'agriculture bio. Donc là, en ce moment, on a une Américaine et une Argentine qui sont à la ferme pour. C'est vrai. Elles font le travail pendant que vous êtes là au micro de Radio Pisa. Voilà. Elles sont motivées. Elles font du tourisme aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien ça leur permet de faire aussi, découvrir un autre pays et puis une autre culture. Et puis c'est intéressant. On a des échanges. On peut discuter avec des gens du monde entier. Et puis. Voir de manière écologique comment ça se passe dans d'autres pays et puis c'est ce qu'on appelle le progrès quand même. Il y a plein de choses quand même qui si c'est ça le progrès, c'est bien alors. Alors Sébastien, justement, qu'est-ce que vous souhaiteriez vous pour justement qu'on puisse vous aider, qu'on puisse progresser, qu'on puisse continuer votre lutte, puisque le bio c'est pas quand même facile. C'est pas simple, d'autant plus que on est très peu d'agriculteurs bio dans la région, donc si tout le monde pouvait soutenir les producteurs bio et puis essayer d'inciter ceux qui ne le sont pas à le devenir. Si j'avais 5 voisins bio, ça serait beaucoup plus facile. C'est vrai.
Mon premier voisin, j'ai peut-être dans les 20 km autour de chez moi 2 producteurs bio. Après, il faut que j'en fasse 50 ou 60 pour trouver le prochain. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile. On parlait tout à l'heure de matériel spécifique pour le bio qui coûte un peu cher. Donc, si on était plusieurs agriculteurs à partager ce matériel-là, ce serait plus facile. Et puis, oui, plus il y a de producteurs bio, mieux c'est pour mieux vous. c'est pour, Bien pour sûr. nous et pour tout le monde. Pour tout le monde, l'air oui. qu'on respire, pour l'eau qu'on boit, Pour tout. pour l'intérêt général, oui. Pour la biodiversité, pour tout. Voilà. Brigitte, le mot de la fin, puisque on va vous le donner, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, pour améliorer un petit peu tout ça? Ouais, qu'on se respecte tous les uns les autres et qu'on respecte la terre, l'eau, La nature. La nature. Vous êtes très naturel, vous. Hein. Ah ben, je vous aime bien. Brigitte, elle emploie beaucoup le mot respect. Oui. Et respect, je crois, c'est dans notre civilisation actuelle, c'est un mot qui est devenu très désuet, malheureusement. Voilà. Et donc, si on pouvait le remettre à la mode, ce mot respect. Le respect de l'un et de l'autre, le respect de la nature. Respect de la terre. C'est ça. Respect de tout. L'amour de tout. Finalement. Oui, c'est vrai. C'est la nature. Nous, on est naturel, très naturel. Là, c'est vrai et puis on est bien quand on est naturel. Oui. En tout cas, merci Brigitte, merci Sébastien. Merci à vous aussi. Pascal, on se retrouve dans 4 semaines. Bien sûr. Ou, je ne sais pas, on va reparler. On essaiera de faire peut-être un bilan sur la saison qui a été pas très facile, saison de jardinage. Et si des auditeurs ou auditrices ont une idée de demande, j'ai une idée, je ne sais pas ce que ça vaut, par exemple, de faire une émission sur la récupération d'eau, justement. Et on en parlait il y a quelques instants. Quels sont les systèmes pour... Les systèmes, la législation aussi, parce qu'il y a une législation, contrairement à ce qu'on peut croire. On dit, je crois, un dirigeant de chez Nestlé qui a eu l'outrecuidance de dire que l'eau n'appartenait pas à tout le monde. Avant qu'il y ait une matière de prendre celle que j'ai chez moi, ça va être très dur déjà, et celle de mes canards, ça va être très dur. Mais en gros, c'est vrai qu'il y a du lobbying qui est fait en gros pour privatiser ce bien qui n'est pas inépuisable, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on peut croire. Il est même en grand danger d'ailleurs. Oui. Voilà. Et donc, je ne sais pas si ça peut intéresser les gens, ou même d'autres idées d'émissions. Je suis preneur, je suis à votre écoute. On est là pour en discuter avec les auditeurs et les auditrices. Et ça pourrait être, c'est un moment d'échange. Hein. Oui, tout donc, à voilà. fait. Hein, mais on va faire un petit passage par la saison 2016 qui était difficile. C'est vrai, pour tout le monde, hein, je pense. Hein. Voilà. Merci Pascal, à bientôt. Merci Sébastien, merci Brigitte. Et puis, quant à nous, on va se quitter avec ça. Vous savez qu'à Carlepont, c'est la journée de l'environnement. C'est à la salle des fêtes. C'est le samedi 15 octobre 2016. Forcément, à partir de 9h, il y a quand même un café d'accueil, hein, une formation des équipes donc pour l'opération Chemin Propre à partir de 9h30. Là, ça sera le départ. Le dimanche 16 octobre, de 10h à 17h, le conseil pratique pour les jardiniers amateurs et info zéro phyto par les élus, commission communale environnement. Donc l'info de la secte, l'association de sauvegarde de l'environnement de Carlepont, Carolis-Pontois, est au service de l'environnement de la CCPNE. Prévention des déchets et info sur le tri avec le SMVO. Habitat et économie d'énergie avec l'ADIL. Et bien sûr, il y aura un stand de la Ligue protectrice des animaux, les oiseaux de nos jardins. Alors, pour plus de renseignements, il suffit tout simplement de téléphoner à la mairie de Carlepont au 03 44 75 26
43. Voilà. Je répète, la journée de l'environnement, c'est le samedi 15 et le dimanche 16 octobre. Merci de votre fidélité. On se retrouve à la prochaine. Merci mon petit Cadounet de m'avoir fait ma technique. Je sais que tu as beaucoup de travail. C'est tout un plaisir pour toi. Ah, je t'aime. J'ai même annulé mon émission spéciale. Hein. Alors nous allons finir avec Moissonne mes mots de Alain Lorca. Merci et à bientôt. À bientôt, bisous. Au revoir, bisous.